Salutations sportives, chers amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver à partir de la salle Harsha Hassan. Encore une fois, après la semaine dernière, nous avons vécu de très jolis moments à l'occasion de la Coupe du Monde du sabre masculin chez l'individuel et par équipe. Cette fois-ci, place à la compétition chez les filles concernant le fleuret. Et encore une fois, puisque c'est devenu une belle tradition, la crème mondiale est ici présente. Il y a les Volpi, il y a les Deriglasova, il y a Erigo Ariana. Il y a des surprises également annoncées aujourd'hui. Et comme la semaine prochaine, j'ai le plaisir de partager le plateau avec mon ami Nassim Barnaoui, qui n'est autre que l'actuel entraîneur national et membre de la fédération également. Nassim Barnaoui, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir cher Mokhtar. Voilà, donc aujourd'hui, deux belles demi-finales comme le veut la tradition. Une finale 100% italienne, Elisa Di Francesca, Martina Battini, alors que la numéro 1 mondiale, à savoir la russe Deriglasova, donc se retrouve encore une fois en demi-finale. Elle va retrouver la japonaise Serra Azuma. Donc, un plateau de rêve. Exactement, un plateau de rêve. On a vu dans le quart de finale donc présence russe italienne avec une présence asiatique. Il s'agit de la japonaise Azuma Serra de 19 ans. Et donc on a eu une demi-finale 100% italienne. Donc Battini qui va affronter Di Francesca, l'expérimentée de 35 ans, avec la surprise de Volpi qui s'incline au tableau de 8 donc en quart finale face à son compatriote Battini, ainsi que la numéro 1 mondiale Deriglasova qui est toujours présente. C'est vrai qu'elle a peiné un peu depuis le tableau 64. Toutes ses assauts ont été différentes à une touche. Donc ça se comprend, c'est le début de saison. Donc, mais ça reste toujours là présente pour conforter sa place mondiale. Aussi la présence italienne et aussi la surprise d'aujourd'hui, Tibus qui s'incline aussi au tableau de 8. Donc aussi Cini, Chiara, les Italiens qui ont eu les années précédentes fait podium ici à Alger. Donc c'est ça l'escrime, c'est ça le charme d'escrime. Le classement mondial ne reflète jamais donc que ce soit la performance ou la forme actuelle. Celui qui est dans son jour, celui qui est en forme, surtout avec ce début de saison. On a vu que les 16 premiers qui sont rentrés au tableau de 64 à l'image de Kiefer, Inès Boubakri, 3e et 4e mondial respectivement, ont eu du mal à affronter le tableau de 64, tableau de 32. Mais les autres qui ont eu plus de matchs hier, durant les poules jusqu'au tableau de 64, ont eu de la compétition, donc elles se sont imposées. Avant de laisser place à la compétition et ces deux demi-finales qui vont débuter dans un tout petit instant, déjà une bonne nouvelle pour l'escrime algérien et plus spécialement pour le sabre algérien. Oui, pour le sabre algérien, une belle performance par l'escrimeur Bounabi Akram qui a fait une très bonne performance en Iran, à Tahran, dans une Coupe du Monde catégorie junior aujourd'hui. Donc il rentre parmi les top 10, il fait 10e. Après un tour de poule magnifique, 5 victoires sur 6, et il arrive à s'imposer au tableau 64 ainsi que au tableau 32. Il s'incline face à un Roumain au tableau de 16, donc il fait 10e. C'est une performance, une première pour lui. Donc j'espère que c'est le déclic pour lui ainsi que pour toute l'équipe. Donc comme on a dit la semaine passée, puisqu'il a fait le deuxième tour chez les seniors, donc il s'impose, il confirme sa performance. Donc dans son catégorie, on arrive à s'imposer et se trouver dans ce tableau de 16, tableau de 8, donc c'est une très très belle performance pour le sabre algérien. Et il n'y a pas de secret, un stage, une compétition internationale ici à Alger et juste après une grande performance. Une grande performance, c'est ça. C'est ça, on a dit l'importance de la confrontation, donc par la suite on a cette confiance, on a ce déclic, on a enlever ce stress, ce complexe d'infériorité donc face à des champions. Il a su qu'il a fait deuxième tour avec les seniors, donc il peut s'imposer facilement dans sa catégorie. On l'espère aussi au niveau continental, au prochain championnat d'Afrique, que ce soit junior ou senior. Le tapis central, bien évidemment, la piste centrale flambant neuve qui attend donc les deux demi-finalistes, les deux premières demi-finalistes, à savoir
Deriglasova et Azuma, la japonaise. Deux styles différents. Et encore une fois, Deriglasova qui se retrouve en finale. Elle qui s'était imposée sur la terre algérienne il y a deux saisons, puisque Volpi, c'était elle qui avait gagné la saison dernière la première place. Des surprises, il y en a eu aujourd'hui, notamment avec l'élimination de Lee Kiefer, l'américaine, mais aussi l'italienne Ariana Errigo et Deriglasova. D'ailleurs, on a eu peur pour elle. Elle a eu l'échappée belle. Exactement. Surtout en tableau 64, elle a eu une très grande difficulté pour faire face à une Polonaise. Donc c'était 15-14 à une touche d'écart. Même durant le dernier match en tableau 8 face à l'italienne Favorito. Donc ça s'est joué jusqu'au dernier seconde. Jusqu'au dernier seconde. C'était l'expérience qui parlait avec cette très belle action. Comme il se doit. Très beau geste technique donc exécuté dans la toute dernière seconde. Et quel beau plateau pour ces demi-finales. Alors, Deriglasova face à la japonaise Azuma et demi-finale 100% italienne entre Di Francesca et Battini. Présentation des athlètes. Les finalistes sont là, nous allons vous les présenter. 63e au Grand Prix de Shanghai, représentant le Japon, Azuma Serra. 19 ans. 19 ans seulement. Championne olympique en titre en 2016 à Rio et médaillée d'argent par équipe aux Jeux olympiques de Londres en 2012, représentant la Russie, Ina Deriglasova. 28 ans, Deriglasova, championne du monde, championne olympique. Médaillée d'argent juste d'un tour dans son sac, du monde 2014 à 15 ans et médaillée d'or par équipe la même année, représentant l'Italie, Martina Battini. Martina Battini, 29 ans. Qui a un classement moyen cette année, 60e place. En 2012 à Londres, en individuel et par équipe. Médaillée d'argent en individuel aux Jeux de Rio en 2016, représentant l'Italie toujours, Elisa Di Francesca. Di Francesca, l'expérimentée, 35 ans. Et voilà, vous venez d'assister à la présentation des 4 demi-finalistes dans cette étape de Coupe du Monde. La première, il faut le rappeler, le corps arbitral, bien évidemment, Forjani de Tunisie, l'arbitre. Et Zerabib Khadija, l'Algérienne. L'Algérienne Zerabib Khadija. Et Monsieur Machado Miguel pour le Portugal. Miguel Machado, le Portugais. Ces demi-finales, je vous prie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de respecter 1 minute de silence à la mémoire de Monsieur René Roch, ancien président de la Fédération internationale d'escrime. Monsieur René Roch, l'ex-président. Et à tous et à toutes. Voilà, c'était 1 minute de silence en hommage à René Roch, l'ex-président de la Fédération internationale d'escrime qui nous a quittés récemment. Le vendredi passé, exactement. Vendredi passé, c'était un devoir de marquer le point. Et place à la compétition sur Canal Algérie, s'il vous plaît. C'est devenu une réelle tradition, la télévision algérienne qui retransmet ces événements. Première demi-finale entre Serra Azuma, la japonaise, et Ina Deriglasova. On l'a dit tout à l'heure, Deriglasova qui a eu du mal à franchir le cap des 32, le tableau des 32. Mais ensuite, ça a été une simple formalité pour elle puisqu'elle s'est imposée dans les tours précédents. Donc, bien sûr, c'est l'expérience qui a fait la différence, surtout face à l'italienne. Donc, deux écoles qui se connaissent parfaitement. On va voir la réaction d'Ina Deriglasova avec l'escrime nouveau qui s'impose, qui arrive à se placer parmi les champions. Donc l'asiatique, on a vu la semaine passée les Coréens au sabre et les Japonaises au fleuret qui montent, qui viennent en puissance. Et là, c'est les grandes nations qui sont présentes avec la Russie, l'Italie. Et en troisième position, le Japon. Deriglasova face à Azuma. Ça va débuter dans un tout petit instant.
Et croyez-moi, ça va partir très vite avec deux styles différents, deux gabarits différents. Et le coup de starter. C'est parti pour cette première demi-finale entre Deriglasova. Le round d'observation, on essaye de placer ses fers. Et les premières touches, bien évidemment. Donc le fleuret, c'est contrairement au sabre, on aura 3 fois 3 manches de 3 minutes. Chaque 3 minutes, il y a une pause d'1 minute. Donc au fleuret, il y a un temps de préparation par les deux athlètes. Et rappelons que la surface valable concerne uniquement la poitrine et le dos, contrairement au sabre. C'est pour ça que ça prend plus de temps que le sabre. Exactement. Donc on aura deux lampes qui vont s'afficher. La blanche, ça veut dire une touche non valable, qui touche une surface non valable. Et que ce soit la verte ou la rouge, c'est une touche valable. Mais c'est l'arbitre qui décide, qui a fait l'attaque, qui a fait le temps d'escrime. C'est lui qui attribue la touche. Voilà, et grâce à M. Nassim Bernaoui, vous découvrez un petit peu cette discipline, notamment ceux qui ne la connaissent pas. Et là, retour à la compétition et cette première minute entre Deriglasova et Azuma, la japonaise. Et pour le moment, nul des deux athlètes n'arrive à toucher le torse de l'autre. Et c'est peut-être à ce moment, ça s'allume blanc chez la japonaise. Pas de point, pas de touche. Deux styles différents, mais le même tactique qui... Et la belle touche. Belle touche de Deriglasova. De très loin, elle pique au bon moment. Un bon timing, belle distance et fente explosive qui arrive à placer cette touche. La japonaise qui n'est pas arrivée apparaît cette fente explosive. Donc il y a beaucoup de temps de préparation. On a vu, ça fait 1 minute qui s'est écoulée, puisque c'est la première touche qui vient être placée après 1 minute de temps joué. Deriglasova qui a beaucoup tendance à attendre en défensif, même style que joue la japonaise. Donc on va dire Deriglasova qui sort de sa zone pour aller placer au moins un écart à l'aise, 2-3 touches pour revenir à son tactique. Et sa tactique pour le moment, c'est un petit peu de... Elle est différente par rapport à tout à l'heure. Elle ne veut pas prendre le risque et laisser l'adversaire prendre l'écart. C'est ce que c'était le cas tout à l'heure. Et là, bel échange de fer entre ces deux athlètes. Et elle recule Deriglasova pour éviter toute touche et toute attaque de la japonaise. Et pour le moment, la japonaise, elle veut réduire ou plutôt égaliser. Et elle ne parviendra pas. C'est plutôt Deriglasova qui prend la deuxième touche. Qui prend la deuxième touche. Après une reprise d'attaque, elle fait tomber l'adversaire dans le vide. Elle reprend rapidement l'attaque avec une attaque composée pour éviter le fer de la japonaise. Et pour le moment, elle parvient à riposter au bon moment Deriglasova. On l'a vu tout à l'heure. Et elle est en train d'absorber la fougue de la japonaise, mais la japonaise arrive à réduire quand même et la marque. Ouais. Elle marque ce point. Alors oui, touche pour Azuma, et donc si vous avez vu, elle est passée en dessous pour placer cette première touche. Exactement, en dessous, donc elle a fait cette attaque en dessous pour éviter la six, la parade qui est très forte des Deriglasova en cette parade. Et donc elle a fait une attaque composée, on appelle ça 1-2, oui. Donc ça a bien marché. Sur la préparation aussi, dans la reprise d'attaque de Deriglasova. Donc Deriglasova, son style, c'est qu'à chaque fois, elle essaye de rentrer en force, mais elle met 2-3 touches pour rester à l'aise et par la suite rester en défensif, prendre des parades de riposte, mettre des contre-attaques, mettre des attaques sur la préparation de l'adversaire. C'est son point fort, c'est son style à chaque fois, mais elle réussit toujours. Là où elle sort aussi des fois, là où, si elle est en difficulté, elle sort. Donc pratiquement... Et si vous avez remarqué, Nassim, Deriglasova a appris avec le temps à gérer son énergie au fil des tableaux. Oui. Et donc même elle a joué avec le feu tout à l'heure en se qualifiant in extremis, lors du 32e, tableau du 32e. On a vu elle mener la première manche 4-0, par la suite 8-4. Elle se voit revenir 8 partout, donc à la dernière seconde, elle met cette 9e touche face à l'italienne, qui a failli coûter cher à Deriglasova, puisque rappelons que Kifler s'est éliminé, Inès Boubkari aussi, ainsi que Volpi, c'est une chance pour elle pour prendre l'écart au classement mondial. Et commencer par une belle victoire ici, Alger, Deriglasova 2, Azuma
Une et troisième touche pour la Russe. Super contre-attaque, vous l'avez dit, et face à une athlète japonaise qui en veut, hein, qui a déjà réalisé l'exploit d'éliminer les meilleurs lors des tours précédents, et là elle veut rééditer l'exploit face à la Russe. Azuma a fait éliminer Ivanova, la Russe, donc elle a bien mérité sa victoire. Ivanova qui est 21e mondial, donc on a failli voir une demi-finale 100% russe, mais 19 ans, donc elle arrive à ce stade, c'est bien pour elle. Si on a eu une surprise tout à l'heure avec une Canadienne qui est âgée de 13 ans, sa deuxième compétition. C'est la surprise, oui. C'est la surprise de ce tour. C'est la surprise de cette Coupe du Monde. Exactement, c'est Go, d'origine chinoise, mais porte les couleurs du Canada. Donc tout le monde a été ébanoui par son style de jeu, un escrime propre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel escrime. Je pense que d'ici quelques années, elle aura son mot à dire. Lors des Jeux Olympiques championnat du monde. Exactement. 4-2 pour le moment, toujours en faveur de la Russe Deriglasova, et qui n'a pas envie de se faire surprendre comme ce fut le cas par les autres concurrentes, notamment Ivanova, la Russe, et donc elle a certainement dû lui dire quelque chose. Ivanova, Deriglasova, telles sont les qualités d'Azuma, donc il faut faire attention. Donc elle a vite compris le jeu de la japonaise, qui est très forte en défensif avec des esquives et des contre-attaques. Donc aussi elle essaie de gérer son énergie, son physique pour la finale, puisque durant tous les matchs précédents, depuis tôt ce matin à 9h, donc elle a pu gérer son physique, son mental aussi. À chaque fois elle montrait qu'elle avait un peu de difficulté pour terminer les matchs, puisqu'à chaque fois au troisième manche elle se voit revenir au score, chose qu'elle essaye d'éviter maintenant avec la jeunesse de 19 ans, Azuma. Une pause d'1 minute, c'est la fin du premier assaut, et on revoit avec grand plaisir les images que nous offrent nos amis techniciens du car HD 4. Et là, retour sur les plus beaux gestes techniques du premier assaut, et Deriglasova, de quelle manière elle réussit à placer ses touches, et la réaction également d'Azuma, la japonaise. Donc très belle manière, c'est gérer sa distance, le timing parfait pour mettre la touche, comment éviter les contre-attaques, comment éviter la deuxième attention de l'adversaire, avec une coordination super entre les jambes et le bras, chose qui est le point fort de Dina Deriglasova. Point fort, c'est également son mental. Hein. Son mental, elle ne lâche pas les rencontres, et à chaque fois qu'elle est sur la piste, c'est toujours avec la même volonté qu'elle se présente. Deriglasova face à Azuma pour le deuxième assaut, et certainement Azuma va tenter de réduire l'écart. Ça ne sera pas facile. Deriglasova va avancer et éviter de se faire surprendre. On voit que Azuma accélère, mais ça peut lui coûter cher, comme cette action. Belle riposte. Quelle belle riposte. Une part de riposte, carte riposte. Donc cette accélération va lui coûter très cher, puisque Deriglasova aime beaucoup des adversaires qui courent après le score, qui courent en piste pour mettre des contre-attaques comme cette action. Elle a vu que l'attaquant, elle reprend immédiatement l'attaque. Et la japonaise conteste la décision de l'arbitre. Elle demande l'arbitrage vidéo. Exactement. 5-2. Alors, est-ce qu'on a du 6-2 ou bien du 5-3? Réduction de score pour Azuma. C'est ce qu'on va tout de suite découvrir à travers la vidéo. Et tout de suite, l'arbitre vient pour annoncer à qui est attribué le point. Il n'y aura pas de points. Donc, il maintient la décision. On reste sur... Voilà, donc une touche, une sixième touche pour Deriglasova. Allez, ça repart. Et l'écart se creuse progressivement. Très belle remise. Très belle remise. Elle prend la parade, mais elle n'arrive pas à remettre la riposte. Donc très belle remise de la japonaise. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de déplacements. Contrairement au sabre qui se joue pratiquement dans les 4 mètres, rarement on a vu la semaine passée les adversaires sortent. Même action, même touche, même temps d'escrime. Donc dans la marche de la Russe, la japonaise arrive à déclencher une fente superbe, un bon timing pour placer une attaque sur la préparation. Et réduction du score pour la japonaise Azuma, 6-4. On n'est plus qu'à 2 touches, ce n'est rien.
à ce stade de la compétition. Vous savez très bien, Nassim, quand on est bien loti dans le Gotha mondial, c'est pas un écart important, hein. Notamment quand il s'agit du deuxième assaut. Exactement. Vous venez de le dire, elle revient, voilà. Donc, elle réduit à une touche. Une touche, donc 2 points d'écart, ce n'est rien à ce stade de compétition. Et là, le doute s'installe dans la tête d'Eric Vlasova. Exactement. Exactement. Donc la japonaise, elle arrive à mettre 3 touches consécutives par la même manière. De la même manière, au niveau du milieu de la piste, sur la marche de la Russe, elle déclenche des attaques. Donc c'était des attaques sur la préparation avec des reprises d'attaque aussi. Mais elle est nullement inquiétée, la Russe, puisqu'elle a l'habitude de gérer ce type de situation. Elle remet son casque et place au combat, place au match et cette demi-finale entre la Russe et la japonaise Azuma. C'est un point fort, c'est une mentale. Même si elle est en difficulté, elle arrive à sortir, elle arrive à changer. Wow, belle touche de Azuma, belle attaque sur le torse, alors que la Russe avait baissé sa garde. Donc elle arrive à revenir à une différence de 4 points. Donc c'était à égalité 6-2. Donc maintenant on est à 6 partout. La deuxième manche, donc il reste pratiquement 1 minute 40 à la deuxième manche. Et ça joue rapidement à la zone de la japonaise qui revient à son style d'habitude dans sa zone critique, sa zone de défense pour permettre de passer des contre-attaques ou bien. Très belle touche. Magnifique touche. Donc une contre-attaque en bandant avec un esquive pour éviter la pointe de la japonaise. Une belle esquive pour placer sa 7e touche. Eric Vlasova, très intelligente et sûre d'elle-même. Et elle place son fer pour gêner un petit peu l'adversaire. C'est sa tactique. Toujours avec une pointe menaçante qui menace la surface valable. Dès que et ça gêne un petit peu. Ça gêne un peu. Ouais. Donc on a peur de cette contre-attaque. Surtout des adversaires connaissent qu'ils ont toujours une hésitation avant de déclencher leur attaque. Et elle lâche pas le morceau. Azuma, 7 partout. Égalisation. Elle aura du mal à s'en défaire aujourd'hui d'Eric Vlasova si elle veut gagner et passer en finale. Exactement. Donc on voit un beau coaching du coach de la japonaise qui est un Français. Donc c'est serré. On verra celle qui sera dans un bon état physique et mental pour arriver à faire l'écart. Je pense que c'est un très bel échange entre ces deux athlètes et premier avantage pour Azuma depuis le début de la rencontre. C'est important cet avantage. Donc voyons la réaction d'Eric Vlasova. Donc elle change de son fleuret. C'est sa tactique, c'est chaque fois elle change le fleuret ou bien chaque fois elle enlève son masque pour prendre au moins 30 secondes, 20 secondes. Et elle le fait à chaque fois, surtout quand l'adversaire prend l'avantage. Exactement. Pour revenir. Pour freiner son élan. Exactement. Déstabiliser l'adversaire, freiner l'adversaire et repenser, écouter quelques conseils de son entraîneur et pour revenir en force. Et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Chaque escrimeur le fait ça. Et on va voir le résultat de cet arrêt pour Eric Vlasova. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. Elle prend 2 touches de différence. La japonaise, elle est bien dans sa tête. Elle enchaîne bien les coups. Ce qu'on appelle ça, c'est un passage à vide en plein assaut. Donc ça arrive à chaque escrimeur, il y a ce passage à vide donc des fois qui coûte cher, qui vient au début d'assaut, au milieu d'assaut, à la fin d'assaut. Là, on voit que c'est au milieu d'assaut. Peut-être qu'elle peut revenir dans cet assaut. Mais on va voir la réaction de la japonaise qui insiste à être en finale parmi les grands champions durant cette étape d'Alger. Elle se couche. Et malgré cela, elle arrive à placer une touche, la 10e. Ah là là, l'écart qui se creuse et le doute qui s'installe. On aimerait bien avoir l'expression du visage d'Eric Vlasova. Mais là, elle remet le casque, dommage. Elle garde le sourire, c'est pour montrer qu'elle n'est pas inquiète, mais réellement elle est inquiète hein, quand il y a 3 touches de différence et qu'on atteint la 10e touche. Commence à devenir... Donc pratiquement elle a reçu 8 touches face à une touche. 8 touches face à une touche. 8 touches face à une touche. Bon, elle arrive à mettre cette touche.
Et quatrième touche, non, la 8e pour Derrick Vlasova. Et la 11e pour Azuma qui pour le moment gère bien cette demi-finale. Et je le disais tout à l'heure, le doute qui s'installe dans la tête de Derrick Vlasova. Donc les deux tireuses souhaitent l'arrêt du match. Donc fin de la deuxième manche, 1 minute de repos avant l'entame de la dernière manche. Voilà, avant la dernière manche, 1 minute de repos. Et si on doit revenir sur les deux premières manches, Derrick Vlasova a dominé la première et elle se fait rejoindre par Azuma. Exactement. Très belle réaction d'Azuma en deuxième manche. Donc coaching réussi de l'entraîneur. Et le coaching seul ne suffit pas. Donc il faut avoir cet athlète qui écoute, qui sache appliquer les consignes, faire profiter de chaque mouvement, chaque défaut de l'adversaire. Et c'est pas n'importe qui, c'est la numéro 1 mondiale avec cette jeune qui est âgée de 19 ans. Elle arrive à faire des choses. Derrick Vlasova. Donc on va assister peut-être à retour de Vlasova. Donc on a vu que durant toute la journée elle était en difficulté, elle se fait mener par la suite à la fin elle gagne à chaque fois, mais ça ne sera pas facile face à une japonaise coriace. En tout cas pour le moment elle est dans une mauvaise posture, la russe avant le début de cette troisième manche. 11-8 pour la japonaise qui a bien su gérer notamment la deuxième manche pour égaliser, ensuite prendre de l'écart, et on est à 11-8, c'est important, et elle se rapproche intelligemment vers la dernière touche, alors que Derrick Vlasova est en train de réduire l'écart, elle est en train de revenir carrément sur son adversaire. Exactement, donc elle a compris le jeu de la japonaise, déclencher des attaques sur la préparation, donc elle a su garder sa pente dans la surface voilà, pour placer des touches directes. Et 11-9 pour le moment. On se fait le plaisir d'accueillir Madame Isabelle Lamour, qui n'est autre que la présidente de la Fédération française d'escrime. Elle nous fait le plaisir d'être présente parmi nous, et je crois que c'est une première visite en Algérie. Bonsoir Madame. Bonsoir, écoutez, oui, c'est une première visite et je suis ravie de ce déplacement ici à Alger. Déjà, c'est un honneur que vous commentiez avec nous cette demi-finale entre la japonaise Azuma et Derrick Vlasova. Que vous a laissé comme impression cette première visite déjà ? Eh bien écoutez, je trouve que le niveau est excessivement relevé. Nous avons, je crois, 14 filles parmi les 16 premières du classement Coupe du Monde, ce qui est exceptionnel pour une première compétition, hein, puisque c'est le premier tournoi du circuit mondial. Et puis au-delà du plateau, eh bien une organisation absolument exceptionnelle de la fédération algérienne. Voilà un environnement incroyable pour les tireuses. Je pense que oui, Alger aujourd'hui est un des plus beaux plateaux du circuit mondial. Et c'est le premier de la saison, première étape de Coupe du Monde. Et là, vous assistez à cette belle demi-finale qui tient ses promesses entre Derrick Vlasova, qui est réduit à une seule touche de 12-11. Ça va se confirmer avec l'arbitrage vidéo. Une petite déception française, puisque Tibus, qui a gagné il y a de cela 2 saisons, n'a pas réussi à se qualifier. Non, elle chute de même que Pauline Ranvier. Toutes les deux chutent dans le tableau de 16 sur des matchs très serrés. Donc effectivement, nous n'avions que 4 Françaises ce matin dans le tableau de 64. Mais c'est le moment peut-être de se poser quelques questions. Et puis comme on l'a évoqué déjà, c'est le début de la saison, donc tout est encore possible. Une autre question, qu'est-ce que ça vous fait d'être la digne héritière du baron de Pierre de Coubertin, qui, il faut rappeler, a été fleurettiste, fondateur des Jeux modernes? Je ne pense pas être son héritière, en tout cas c'est très gentil de votre part. En tant que Française, oui. Mais non, c'est une grande fierté. C'est surtout une grande fierté pour l'escrime de voir que ce sport est au début des Jeux modernes. Et puis
eh bien, sera encore aux Jeux de Tokyo et Paris. Donc une belle longévité pour l'escrime avec, on peut le souligner parce que c'est un événement, à nouveau 12 épreuves aux Jeux Olympiques de Tokyo, puisque comme vous le saviez, avec l'entrée des épreuves féminines d'épée et de sabre, eh bien, nous n'avions que 10 épreuves, donc 2 armes tous les 4 ans étaient privées de rencontres par équipe, et à partir des Jeux de Tokyo, eh bien, toutes les armes seront à l'individuel et par équipe. Et là, vous êtes en train peut-être de porter chance à la japonaise Azuma, qui est en train de réaliser une surprise, puisqu'elle bat celle qui avait gagné la saison dernière, Deriglasova, la Russe. Et qui est numéro 1 mondial. En plus, et championne olympique. Exactement. Donc un bel exploit, enfin si la japonaise met cette dernière touche, un exploit absolument incroyable de cette jeune japonaise à 18 mois des Jeux de Tokyo. Voilà, alors que la Russe avait bien entamé cette demi-finale. Tout à fait, mais elle a su analyser son jeu. Elle a su, voilà, 12-11 maintenant. Elle peut revenir, elle nous a déjà fait ce coup. Oui, elle n'est jamais, ça n'est jamais perdu d'avance avec la Russe. Le fleuret, c'est ça. Le fleuret, c'est ça. On peut revenir à tout moment. Et c'est ce qui fait le charme de cette discipline. Dernière question. Le courant passe parfaitement bien avec la fédération algérienne, on l'a constaté. Future collaboration avec la fédération? Oui, future collaboration. Déjà au niveau de la formation, puisque quelques maîtres d'armes français interviennent ici à l'Académie d'Alger. Donc nous en sommes très fiers, et voir effectivement comment la fédération française peut accompagner de façon plus importante le développement de l'escrime en Algérie. Voilà, en tout cas, l'Algérie avance progressivement et intelligemment. Et fait un beau travail, un travail remarquable. Voilà, et vous êtes bien placé pour en parler. Merci beaucoup, Madame Lamour, et bonne chance. Je vous laisse avec Monsieur Barnaoui, le président de la fédération, suivre la suite de la compétition. Merci pour votre invitation. Merci, c'est nous. Voilà, donc on vient d'écouter Madame la présidente de la Fédération française d'escrime, Madame Lamour, Isabelle. C'est la surprise. Et belle surprise. Belle surprise et élimination de Deriglasova en demi-finale. Et c'est Azuma qui gagne, 15e touche bien placée. 15-12, il faut se rappeler, finalement l'Algérie qui est devenue terre de surprise. Exactement, terre de surprise avec ce début de saison. Donc là où Deriglasova a été bien entamé son match, donc comme on a dit tout à l'heure, depuis le tableau de 64 a peiné pour terminer ces matchs à chaque fois durant les 2 manches, deuxième, troisième manche, à trouver des difficultés. La fraîcheur physique peut-être a fait défaut, et donc cette jeune de 19 ans qui on revoit la dernière touche, splendide, tout simplement magnifique. C'est une reprise d'attaque. C'est une reprise d'attaque, belle lecture du japonaise. Donc suite à l'arrêt du marché de Deriglasova, à l'entame, reprise d'attaque. Donc c'est l'arbitre vidéo qui a pris la bonne décision. La bonne décision et la déception pour Deriglasova qui aura tout fait. En tout cas, on aura senti tout au long de son parcours ici à Alger, lors de cette première étape, une petite fébrilité chez la Russe. C'est normal, vous l'avez dit, c'est le début de la saison. C'est le début de saison. Donc contrairement aux autres, elle n'a pas eu beaucoup de matchs comme hier. Celles qui ont débuté en tour de poule, par la suite jusqu'au tableau 64. Donc au moins elles ont eu 11 à 12 matchs dans les mains. Et on voit ces belles actions de Azuma et là c'est Battini. Ça c'est Battini et Di Francesca. Exactement. Plutôt c'est Battini Di Francesca, c'est le prochain plateau. Mais là on revoit Azuma face à Deriglasova, et elle avait débuté timidement avant de rejoindre et égaliser face à la Russe Deriglasova, et ensuite prendre l'écart pour ne jamais se faire rejoindre, et elle gagne 15-12, 3 touches de différence, ce n'est pas rien quand on est 63e mondial, c'est bien cela, ou 35e. Azuma Serra, la japonaise, qui est Azuma 61e mondial. 61e mondial, qui élimine la première mondiale
pour vous dire que dans le Gotha du top 100, pratiquement c'est presque le même niveau. Exactement, pratiquement c'est le même niveau, surtout les 50 premiers qui ont pratiquement le même niveau. Et comme à chaque fois, celles qui animent le tableau de 8, donc les finalistes, on appelle ça les finalistes en escrime depuis le quart de finale, le tableau de 8. Donc chaque fois présent, les 8 premiers qui animent les quarts de finale à chaque compétition ont les chances égales pour remporter l'étape. Di Francesca face à Battini, demi-finale 100% italienne, même style, même école. Et il va falloir un vainqueur aujourd'hui. Et on va attendre au bout des 3 manches. Et ça commence avec ce round d'observation et cet échange du fer. Et 2 gabarits différents, hein, puisque Battini, Martina. Donc la première touche pour Di Francesca. Di Francesca 100% qui a éliminé la Russe. Exactement. La Russe qui a montré des belles choses, où elle a été freinée par Di Francesca, c'est Korobeinikova. Exactement, c'est celle qui a éliminé Tibus. C'est celle qui a éliminé Tibus, la française. Qui a surpris Tibus, la française. Et le classement des Algériens, Mebarki Mariam qui termine 69e. C'est son classement mondial. C'est leur classement mondial. Ça, c'est le classement mondial. Ça, c'est le classement mondial. Sonia qui est 72e. C'est un classement pas mal pour nos jeunes escrimeuses qui arrivent à s'infiltrer parmi les 100 premiers et 69e mondial, 72e mondial. Sont toutes prêtes de leurs compatriotes au niveau du continent et même un meilleur classement que des Italiennes, des Françaises, des Russes, des Espagnols. Chose qui fait défaut puisque c'est des cadettes, c'est la première année. Il leur faut beaucoup de confrontations, beaucoup de ce genre de compétition. Et 3e touche pour Di Francesca qui pour le moment domine ce début de demi-finale et Battini pas de réaction pour le moment. Elle est un petit peu passive. Hein. Sur ses pas on le voit. C'est un style différent. Elle est plus grande et la longe elle est plus importante par rapport à Di Francesca alors que Di Francesca est plus vive au sol. Hein. Exactement. Battini qui a un style qui est lente dans sa préparation, très lente, elle court jamais sur piste. Voilà. Donc c'est une prise de fer touche directe. Contrairement à Di Francesca, 35 ans, qui aime beaucoup faire ce genre de contre-attaque. Et rappelons que c'est avec cette touche qu'il a gagné les Jeux Olympiques. 4 touches à 1 et réduction de Battini qui a vu que Di Francesca commence à prendre l'écart et donc c'est pas la peine de jouer avec le feu. Il faut revenir à la hauteur de son adversaire. Vous voyez ce genre de demi-finale ou ce genre de match entre compatriotes qui se connaissent. Donc il y aura pas cette rage de vaincre contrairement à la première demi-finale, chose que peut être un défaut ou contrainte pour Di Francesca ou Battini, celle qui va gagner, contrairement à la japonaise qui a beaucoup bougé, qui a joué beaucoup sur le physique, sur le mental. Donc cette fraîcheur qu'on voit, ou bien cette diminution de rythme dans cette deuxième demi-finale peut coûter cher à l'une des terreuses à la finale. Et pour le moment, on est qu'au début. Nous sommes dans la première manche. Là, on reste 1 minute. Et à qui la touche va-t-elle être attribuée à Battini? Bien évidemment, qui revient à une touche. 4-3, Di Francesca face à Battini. Et vous avez raison de le dire. Hein, Battini, elle est en train de revenir et de récupérer. Donc c'est ce qui a permis à Di Francesca de prendre un autre écart de 3 touches. 7-4, plus exactement pour Di Francesca. Et Battini qui veut réagir. Hein, elle veut rééditer ce qu'elle avait fait tout à l'heure, rattraper l'écart. Et pour le moment, il n'y a pas de solution. Hein. C'est Di Francesca qui a le meilleur coup d'œil. Hein.
Exactement, la riposte qui n'arrive pas, la remise qui touche. Donc ça donne 4 points, 4 touches d'écart, un écart à l'aise. Maintenant, ça permet à De Francesca de s'imposer son rythme, de s'imposer son tactique préférée. C'est de jouer sur le défensif et penser un peu à économiser l'énergie pour faire face à une jeune japonaise à la finale. Une japonaise qui a réalisé un bel exploit. Serra Azuma, elle a tout simplement éliminé la numéro 1 mondiale d'Eric Vlasova, Ina, et championne olympique. Di Francesca 9, Battini 5. L'échange, Battini qui se rapproche, Di Francesca qui recule, qui veut éviter les coups et qui place. Bel échange par riposte et l'arbitrage vidéo pour départager. Bel échange. Donc on voit que Battini reste en pointe en ligne. Il y a la recherche de faire de Francesca, mais qui ne déclenche pas son attaque directement. Donc elle réclame l'assistance de l'arbitre vidéo. Voilà. Donc il donne la touche à De Francesca. C'est une prise de fer. Rappelons que à l'escrime, celui qui prend le fer de l'adversaire a l'avantage. Si il touche en même temps, c'est celui qui a pris le fer a eu gain de cause, il aura la touche. Contrairement au sabre, il y a deux parties. La partie faible, si on prend le fer en partie faible, donc c'est l'avantage à l'attaque. Mais si on tombe dans la partie forte, ça sera une part de riposte pour et qu'est-ce qu'elle nous fait? Quel avantage et quel écart? Elle creuse l'écart carrément dans cette minute. Di Francesca, 12-5. Et elle peut même mettre fin au match, à cette demi-finale, avant même le début de la troisième. Exactement. Elle ne veut pas aller jusqu'au troisième manche, donc elle voit que Battini n'est pas présente dans cette demi-finale. Et qu'elle touche. Et pas de réaction de la part de Battini. Hein. Oui. Pratiquement les statiques, elle est sur place. Donc elle a reçu 4 ou 5 touches avec une prise de fer, 4 ou 5 touches aussi avec des contre-attaques dans une distance très 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 courte. Donc elle n'arrive même pas à placer sa pointe dans la surface valable de Francesca. 13-6, c'est un écart énorme. Ça va être difficile pour Battini. Si elle veut revenir, ça va relever carrément de l'exploit. 14e touche, à une touche de la fin. Donc c'était facile pour De Francesca. Apparemment les carottes sont cuites. Eh bien oui, 15-6, victoire facile de Di Francesca. 15 touches à 6. Di Francesca qui va rencontrer la japonaise Azuma. Moins longue cette demi-finale par rapport à la première. Exactement. Bon, il n'y avait pas de rythme, contrairement à la première demi-finale. J'espère pour Di Francesca que ce rythme qui a été mis par les deux tireuses ne va pas être défavorable face à la japonaise qui a été très très dynamique, qui bouge beaucoup sur piste, qui a un style pratiquement défensif comme les Italiennes qui n'aiment pas sortir de leur zone critique, zone défensive. Donc on va voir le tactique qui va être mis en place par les deux entraîneurs pour entamer la finale. Ça va être purement tactique. Et la tactique qui va être adoptée par les deux entraîneurs, c'est certainement pour marquer l'événement et garder cette suprématie italienne ici en Algérie, puisque l'année dernière, c'était Volpi qui avait remporté la finale. Exactement, l'étape d'Alger porte chance aux Italiens. Rappelons que Volpi, avant c'était Errego, Adriana. Derek Vlasova a gagné cette étape une fois après cette étape. Donc, mais chose qui est sûre, qui est bien aussi, c'est que cette présence italienne toujours parmi les premiers toujours sont là. En finale, ils animent les finales. Ils sont là, elles sont là au podium. Donc que ce soit au sabre, que ce soit au fleuret, que ce soit au l'épée, cette école, cette ancienne école qui est toujours présente, qui fait sortir à chaque fois des champions et des champions qui durent longtemps. Donc à l'image de Francesca, 35 ans, qui est là, qui joue. Rappelons que l'énorme championne au fleuret dames, Vizzali, plusieurs fois championne du monde, plusieurs fois championne olympique, qui a
qui a été présente les 2 dernières années ici à Alger, qui a mis fin à sa carrière durant ici à Alger, à l'hôtel Hilton. Exactement. Qui était âgé de 40 ans. Qui était âgé de 40 ans, à 37 ans, a remporté les championnats olympiques. Donc, vous voyez tout le travail de l'école italienne dès leur jeune âge qui leur permet de rester et de côtoyer le haut niveau malgré l'avance dans l'âge, malgré qu'ils dépassent les trentaines d'années. Au contraire, ils utilisent cette expérience qui font un peu rattraper peut-être la frigeur physique, mais avec l'arrivée de l'escrime asiatique, des Asiatiques, les Coréens, les Japonais, les Chinois. Ça a tout chamboulé, hein, ça a tout chamboulé, exactement. Ça a tout chamboulé avec un mélange entre le physique et le tactique, avec des entraîneurs purement, des fois locaux, ou bien de l'expérience des grandes écoles, que ce soit des Italiens, Russes ou Français. C'est des écoles qui voyagent mieux, qui voyagent beaucoup en Asie maintenant. Et la route reste longue pour les représentants algériens pour les voir dans les GOTA mondiaux et les 10 meilleurs, les 20 meilleurs fleurettistes ou sabreurs carrément, ou spécialistes de l'épée. La route reste longue, mais pas aussi longue que ça, puisqu'il suffit d'un travail à long terme de 10-15 années pour récolter les fruits. Exactement, exactement. Il faut un travail à long terme qui sera peut-être qui donnera ses fruits forcément. Un jour, on va récolter les fruits pour avoir ce niveau, ce haut niveau, pour avoir ce professionnalisme qu'on va maintenant sur piste, qu'on va chez les 150 escrimeuses qui sont présentes, qu'elles sont présentes ici à Alger. Ils font un travail dur, un travail à long terme, un travail sérieux, un travail de formation énorme et correct. Et par la suite, la confrontation, côtoyer ce haut niveau, que ce soit par l'organisation de ce genre de compétition ici à Alger, ou bien par la participation à ce genre d'événements de haut niveau. Mais le plus important, c'est de choisir ces circuits, ces Coupes du Monde de même niveau, pour donner confiance à des athlètes, pour leur permettre de gagner des matchs, pour leur permettre de se classer près des podiums, des fois sur le podium, pour avoir cette confiance, pour enlever ce complexe d'infériorité et de voir les champions et comment devenir un champion par le travail, par l'hygiène de vie, etc. pour apprendre tout ce qui concerne le haut niveau, parce que c'est pas facile de s'installer ce haut niveau ici à Alger ou dans chaque pays. C'est des nations qui ont des années de travail, des années qui sont champions, qui dominent cette discipline. Donc on a vu par l'expérience asiatique l'image de la Corée, ce qu'ils font maintenant au sabre, mais rappelons que c'est un travail de 15 ans, c'est un travail de pratiquement de 15 ans, depuis les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, qui ont commencé à travailler, à ramener des entraîneurs à gauche à droite, de la Russie, de la Hongrie, de l'Allemagne, etc. À l'image aussi des Chinois qui ont fait ramener des grands entraîneurs, des grands noms à l'escrime, mais par la suite, lorsqu'ils ont installé son niveau, la formation, etc., ont formé leurs propres entraîneurs, leurs propres athlètes. Donc c'est le fruit, c'est le résultat qui vient maintenant. En tout cas, on vient d'entendre le témoignage de Madame Isabelle Lamour, qui est la présidente de la Fédération française d'escrime, dire que de bonnes choses de l'escrime algérien qui progresse progressivement, mais sûrement vers le haut niveau. En tout cas, elle a dit que l'Algérie est en train de faire des progrès et de faire de bonnes choses, hein, du bon travail pour progresser. C'est le meilleur mode d'emploi. Il suffit d'être patient avec les escrimeurs, les dirigeants et ceux qui font un petit peu l'escrime algérien.
Exactement. Rappelons que aussi l'académie qui a ouvert ses portes janvier dernier, qui était ici à Alger, ça nous permet de former des maîtres d'armes dignes de nom pour permettre par la suite travailler à la formation, travailler avec les écoles, les petits jeunes. Donc c'est très important de la formation d'escrime, c'est très important d'avoir des jeunes bien formés correctement pour pouvoir ajouter le plus pour arriver à ce niveau, à un niveau très élevé, un niveau correctement. Travaillons au début, voyons notre présence, notre classement à l'échelle continentale, à l'échelle arabe, à l'échelle africaine et aussi dans la catégorie des cadettes, des juniors, où on est classé, où on est présent. Là, donc il y a le classement, il y a la présence, reste d'arriver, Inch'Allah, à ce stade chez les seniors, c'est au niveau. C'est ce qu'on souhaite pour l'escrime algérien, la progression, rien que la progression. Et peut-être qu'on va récolter d'ici quelques années le fruit de ce travail, puisque vous venez de le dire, au niveau des jeunes catégories, les Algériens avancent et dominent surtout le continent africain. Et même sur le plan mondial, ils arrivent, comme vient de le faire cette matinée à Kalam-Bounambi, en terminant 10e d'une étape de Coupe du Monde. Exactement, 10e d'une étape de Coupe du Monde. Rappelons que les derniers Jeux africains déjà ici à Alger, donc l'escrime, l'Algérie s'est classé premier, dominant l'Égypte, dominant la Tunisie, le Maroc, les autres pays africains, avec des jeunes escrimeurs, chose qui est prometteuse, chose qui c'est-à-dire donne pour les escrimeurs un espoir de dominer de telles nations, par la suite comprendre que ce genre de niveau, on n'arrive que par le travail, par le sérieux, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans l'hygiène de vie, que ce soit dans les études. Donc c'est tout un complément pour arriver à ce niveau. Et il faut avoir tout simplement de la volonté, comme vient de faire preuve cette jeune japonaise classée 61e mondiale, Azuma, qui a éliminé Deriglasova, la russe, la numéro 1 mondiale, championne olympique. Et croyez-nous qu'elle peut faire la même chose en finale face à Di Francesca Elisa. En tout cas, on est impatient de les découvrir sur la piste centrale. Peut-être la surprise de cette étape de Coupe du Monde ici à Alger. Azuma va peut-être remporter la première place, mais est-ce que Di Francesca l'entend de cette oreille, elle qui a éliminé aisément sa compatriote Martina Battini, 15 touches à 6 dominations totales pour se retrouver en finale et rencontrer la japonaise Azuma. Là également, deux styles différents. Quoi que ce sont deux mêmes gabarits. Azuma, c'est presque le même gabarit avec Di Francesca. Pratiquement, oui, c'est le même gabarit, c'est le même pratiquement un peu style de jeu, mais Azuma bouge beaucoup. Donc elle a un grand travail, un bon travail de coordination entre les jambes et les mains. Donc n'importe quelle hésitation de l'adversaire, elle est là. Avec la précision de sa pointe, de son physique, le coup d'œil, voilà. Donc elle met les touches, mais l'expérience elle est en face des Francesca, 35 ans, avec un style qui aime beaucoup des adversaires qui courent, qui bougent beaucoup, avec une main qui est terrible, avec le beau coup d'œil comme vous l'avez signalé, des contre-attaques en bon temps. Après une dizaine de minutes de repos, place à la finale de cette étape de Coupe du Monde entre la japonaise Azuma et l'italienne Elisa Di Francesca. Elle est un petit peu plus grande que Azuma, l'italienne Di Francesca. De cette finale de fleuret féminin d'Alger. Des deux J'appelle les athlètes au ainsi milieu de la piste. Le corps arbitral, comme il se fait de les tradition. athlètes et les arbitres au milieu de la piste, s'il vous plaît. Une finale italo-japonaise, donc, après 2 jours de compétition en individuel.
On arrive au C'est grand bien qu'on moment. soit représenté également par une 63e arbitre au dernier algérienne, Grand Prix Khadija de Zerabit, qui a progressé elle également. Khadija Zerabit qui a énormément progressé en arbitrage. Donc, elle est sollicitée au moins 2-3 fois durant la saison. Elle est désignée sur pas mal de Coupes du Monde senior, catégorie A, ainsi que les juniors. Donc, elle s'impose au niveau africain avec l'expérience ici. Aussi des autres arbitres à l'image de Tunisien Ayoub Ferjani, qui a arbitré plusieurs Coupes du Monde, des championnats du monde ainsi, Jeux olympiques. Le Tunisien Ferjani, Exactement. oui. C'est un nom très connu au niveau de l'escrime, Ferjani, puisque nous avons eu l'occasion la semaine dernière de découvrir un champion qui est bien placé dans le top 20 mondial. C'est son frère. C'est son frère. C'est son frère. Et Son frère, Monsieur le Machado deuxième, son Miguel frère. pour le Il est Portugal. classé 16e parmi les 16 premiers au sabre. Place au grand moment, très bon match à tous et bon spectacle. Bon spectacle, vous avez raison de le dire, puisqu'il s'agit tout simplement d'un show, un réel show, pratiquement une finale olympique entre Azuma et la japonaise et l'italienne Di Francesca, les consignes des deux entraîneurs et l'entraîneur français qui donne ses derniers conseils à Azuma, le TAP 5. Signe d'encouragement pour Azuma, la japonaise. Exactement. Au début de la compétition, hier, personne ne misait sur ces deux tireuses. Donc, mais ce qui est important, ce qui est bien, c'est qu'à l'approche des Jeux Olympiques à Tokyo, donc on voit les Japonais qui travaillent, qui arrivent, qu'elles sont présentes aussi parmi les 15 premiers. Donc, un travail sérieux qui se met en place pour un objectif qui a été à long terme maintenant, qui est en train de se réaliser. C'est parti pour cette finale entre Di Francesca et Azuma. Et premier échange et pratiquement le round d'observation. On s'observe, on essaye de placer ses tactiques, quoique Di Francesca rencontre rarement Azuma puisqu'elle ne fait pas partie du top 10 et donc elle est 61e. Et première touche attribuée à qui? À Di Francesca. À la japonaise, pardon. Azuma. À la japonaise. Azuma, c'était presque en même temps. Donc sur la préparation, ça bouge sur des rampées, des marchés. Et lorsqu'elle a fait les rampées des Francesca, elle déclenche son attaque, c'est pour ça qu'elle a pris l'avantage. Elle est plus grande par rapport à Azuma. Et elle va éviter les erreurs commises par Di Francesca tout à l'heure. Il a laissé prendre l'écart. Azuma a un jeu de jambes magnifique. Très rapide. Qui bouge rapidement, prudemment aussi, avec une très bonne distance, toujours une distance à l'aise pour éviter les contre-attaques. Donc on voit qu'elle essaie de faire des attaques de loin, voilà, pour éviter les contre-attaques. Quel bel échange, quel bel échange. Quel bel échange. Et touche pour Di Francesca. Attention, il ne faut pas se déconcentrer. Très bel arbitrage de monsieur l'arbitre qui n'a pas arrêté l'action, même qu'il a eu le corps à corps, donc il a laissé l'action jusqu'à la fin. Donc Di Francesca, elle essaye de faire venir le plus proche, pardon, de faire rapprocher Azuma le plus proche possible pour mettre des contre-attaques, pour jouer sur des parades ripostes. Et chose que Azuma va éviter, jouer sur la deuxième intention, des fausses attaques. Par la suite, elle prend des parades de riposte ou bien elle place des attaques sur la préparation. Et pour le moment, égalité parfaite. Une touche partout. Elle est toujours bien sur ses jambes, la japonaise. Donc la prudence. Di Francesca qui tente, qui essaie de se rapprocher, placer ses touches, ses attaques. Mais avec la vivacité de la japonaise, c'est très difficile. Elle avance doucement, elle se rapproche, elle casse la distance pour donner l'occasion à la japonaise de déclencher des attaques et par la suite elle prend des parades ripostes. Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de perdre de l'énergie par rapport à l'italienne? Donc, elle bouge trop. Elle bouge trop, ouais. Elle bouge trop. C'est son style de jeu, elle bouge trop. Donc elle est jeune, elle est préparée pour. Exactement, elle est préparée pour. Donc
Il y a certains qui bougent moins, certains qui bougent plus, certains qui sont statiques, mais chacun son style, chacun son point faible. Il y a le paramètre expérience également, qui est différent. Exactement. Donc 3 minutes écoulées. Ah, les deux n'ont pas inscrit beaucoup de touches dans cette première manche et une touche partout. Là, il y avait une minute, durant toute une minute, il n'y avait pas une touche, donc l'arbitre qui fait passer pour le second round. Et on revoit, on est sur ses gardes. 2 touches seulement. Attention, elle a failli sortir exactement de la piste. Sur le bord de la piste. Elle était sur le bord, l'italienne. Et on revoit les appuis puissants des deux finalistes. Et bel échange, ça c'était l'échange de tout à l'heure que l'arbitre avait laissé jusqu'au dernier geste. Exactement. Qui avait permis à Di Francesca d'égaliser. Là, il y avait des échanges de fer, des par-ripostes, des contre-ripostes. Là, elles vont entrer dans la distance, le corps à corps qui est permis tant qu'il n'y a pas de brutalité. Donc, qui a permis à De Francesca, dans une courte distance, de placer sa pointe. Retour sur la piste centrale pour la deuxième manche, espérant bien meilleur et plus spectaculaire que la première. Plus offensive maintenant, Azumi. Elle est plus offensive. Donc, bouge beaucoup. Belle esquive. Belle esquive. Belle esquive, contre-attaque, touche pour De Francesca, l'italienne. Et 2-1, elle prend l'avantage. C'est bon pour son mental. Elle qui a l'habitude de gérer ce type de situation. Exactement. Les champions olympiques. Et elle cherche l'avantage pour imposer son rythme, pour imposer son jeu. Elle évite un petit peu l'endurance, plutôt la rapidité de jeu pour placer son expérience. Exactement, il y a l'endurance parce que c'est pas facile de se déplacer comme ça durant les 3 minutes sur la piste. Et aussi, il y a la force et il y a la vitesse d'exécution. Donc, ce qui est important maintenant, De Francesca va un peu presser la japonaise sur sa zone en avançant, mais en faisant des fausses attaques, des fausses préparations d'attaque. Elle prend l'initiative sûrement et elle attend le moindre mouvement, le moindre rapprochement de la japonaise pour que ce soit effectué des contre-attaques ou par exemple des attaques comme ça lorsqu'il y a une recherche de faire de la japonaise. Ça lui a coûté cher maintenant avec une attaque directe. 4 touches à 1. Di Francesca qui commence à prendre de l'écart. Et Azuma, elle est totalement différente par rapport à tout à l'heure face à Deriglasova. Et elle rencontre un dur morceau en la personne de Di Francesca. Elle le sait très bien que De Francesca, son point fort, c'est d'attendre et placer les contre-attaques et des par-ripostes. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se rapprocher, à trouver la bonne distance pour placer des attaques directes. Donc, elle a peur. Elle sait qu'elle a essayé au moins durant la première manche, elle n'est pas arrivée. Donc, on ne sait pas quels sont les conseils donnés par l'entraîneur durant la pause minute. En tous les cas, elle est en train de chercher de loin, de placer ses attaques et obtenir des touches. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à Azuma. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer de fer. Elle va changer de fleuret puisqu'il y a un problème au niveau de la pointe. C'est pour ça la lampe blanche, elle s'allume. Donc l'arbitre peut intervenir pour prendre le fleuret et lui demander à l'athlète de changer. Voilà, le contact est bon et ça va reprendre. Pas de solution pour le moment pour Azuma, car en face il y a une expérimentée Di Francesca qui la maintient en distance. Et Paradripos, quel échange de toute beauté, la beauté du geste sur la piste centrale. Quel échange à cet âge, elle peut faire ça. Des esquives, des reprises d'attaque. Et 5e touche pour Di Francesca.
Là, c'est une leçon de fleuret de la part de Di Francesca. Elle évite une extrémiste la pointe de la japonaise pour reprendre immédiatement avec des appuis, des fentes explosifs pour ne pas laisser la japonaise s'échapper de la bonne distance. Chose que la japonaise n'a pas pu trouver jusqu'à maintenant la bonne distance pour placer des attaques. Et De Francesca n'attaque jamais, donc elle ne va pas prendre de risques. Elle a l'avantage qu'il faut, donc 4 touches d'écart. Donc ça va lui permettre de travailler à l'aise. Enfin une touche pour Azuma. La deuxième, les 40 dernières secondes de cette deuxième manche, c'est peut-être le retour d'Azuma. Elle demande la vidéo. Elle demande la vidéo, Elle demande la vidéo puisqu'il y avait 2 contacts de fer, 2 recherches de fer. Les deux, elles ont cherché le fer. Mais dans ce genre de situation, l'arbitre donne avantage à celui qui prend l'initiative d'attaque, celui qui attaque, contrairement à celui qui est en défensive. On revoit. Voilà. Exactement. Les deux ont chargé le fer en même temps. L'avantage à celle qui attaque. Et c'est Azuma qui prend le point. 5-3, réduction du score. Elle est en train de revenir, la japonaise. Elle ne lâche pas un mental de fer. Donc, elle a su un peu trouver la solution. Donc, recherche de fer. Laisser le insister, elle a trouvé un petit peu les brefs. Donc elle laisse son fer pour De Francesca qui aime toujours travailler avec le fer, et par la suite, au bon moment, elle prend des comptes parades pour placer des ripostes avec une très belle une bonne distance. Et la réponse rapidement par De Francesca. C'est un message qu'elle fait passer. Donc j'ai compris ton jeu. Directement, elle place la remise en bon temps. Tu as beau à trouver des solutions, mais je reste là. J'ai fait des finales olympiques, j'ai fait des finales de championnat du monde. Et dans ce niveau de la compétition, je dois être la plus forte. Exactement. Donc, et elle le fait bien. Azuma a trouvé la solution en plaçant 2 touches respectivement, mais De Francesca a réagi en plaçant un antiplan au bon moment, pour faire passer le message à Azuma que, quelle que soit la solution que tu vas trouver, je connais le style, je connais le plan tactique, donc il y a toujours cette riposte en bon moment. Donc toujours ces 2 touches d'écart. Finalement, c'est la 3e manche, donc Azuma n'a pas de choix qu'accélérer, qu'à jouer sur le physique, mettre en difficulté, en déséquilibre tout d'abord De Francesca pour permettre revenir au moins au score. Et pour le moment, tout se passe bien ici à la salle Harsha. Di Francesca qui va tout faire pour rejoindre, ou plutôt gagner cette étape de Coupe d'Algérie. Elle est en pourparlers avec son entraîneur, l'habituel entraîneur, Cipressa, qui est toujours présent, hein, il faut le dire, avec son équipe. Voilà un modèle de longévité et surtout de travail à long terme, puisque ça fait 4 ans qu'on revoit le même entraîneur, et donc on laisse le même staff pour terminer son travail à long terme. Di Francesca qui reprend face à Azuma pour la 3e et dernière manche. Est-ce que Azuma va réussir à rééditer l'exploit, celui qu'elle a fait tout à l'heure, qu'elle a réalisé face à Di Francesca, la numéro 1 mondiale. Cette fois-ci, c'est face à Di Francesca, l'italienne, championne olympique, médaille olympique plutôt, et parmi les meilleurs. Elle a un palmarès éloquent, il faut le rappeler, cette italienne. Et l'attaque et le point pour, comme tout à l'heure peut-être, hein, la vidéo pour départager les 2 finalistes. Donc on voit que De Francesca à l'avance, elle maintient toujours cette pression pour ne pas laisser Azuma se rapprocher et avancer vers sa zone critique. Elle préfère mettre et travailler ses actions au milieu de la piste et ne pas les faire dans sa zone critique. Et voilà le plan qui est dans ses fruits avec cette avance de 7. Comme tout à l'heure, elle obtient gain de cause, la japonaise Azuma. Elle ne veut pas lâcher. Elle ne veut pas lâcher ce duel. Di Francesca, elle qui est sur ses gardes, elle également.
avec 3 touches d'écart et Azuma toujours prudente, ne veut pas entrer dans la distance. Ça va lui coûter cher comme cette action. 2 prises de fer avec une parade derrière en carte qui permet à De Francesca de placer la 8e touche. 8-4, un écart pour le moment en faveur de l'Italienne qui gère bien grâce à son expérience. Parfaite opposition. Ça, on appelle une opposition. Dans sa prise d'attaque, elle rentre, elle casse la distance, elle ferme le secteur, la 6. Donc on appelle ça une opposition. Elle s'allume une seule lampe. 9-4. Oh là là là. Quelle attaque de l'Italienne. Et quelle contre-attaque de l'Italienne. Quelle précision. Elle avance, l'Italienne, elle avance. Elle sait, Azuma, qu'elle est faible en attaque. Elle est faible en offensive. Donc son travail, il est beaucoup défensif, chose qui ne marche pas avec les Italiens. Quand on est faible en défensive, ça ne marche jamais. Avec la ruse des Italiens. 11-5. 11-4, ça touche. 11-4 plutôt. Et l'Italienne qui se dirige apparemment tout droit vers la victoire finale. Surtout qu'on est à la 3e manche. Il reste 1 minute 20 secondes. Préparation d'attaque de gauche, attaque, touche. Non. Réduction de score pour la japonaise. Qui a dépensé, il faut le dire, il faut le reconnaître, beaucoup d'énergie en éliminant la Russe et bien d'autres concurrents. Beaucoup d'énergie dépensée à la demi-finale face à Derek Lazova, ce qui lui a coûté un peu cher de perdre cette énergie face à De Francesca, malgré qu'elle est plus âgée qu'elle, mais l'expérience qui gagne, l'expérience qui permet de s'imposer jusqu'à maintenant. Changement de un peu. Mais elle lâche pas la japonaise. Exactement. Elle veut empêcher l'Italienne de vaincre aujourd'hui. Donc elle accélère plus. Donc attention. elle déclenche des attaques. C'est le corps à corps. Corps à corps, et c'est une posture où on ne peut pas placer pratiquement de touche. C'est difficile. Il faut s'éloigner, et quand on fait le geste de s'éloigner, on reçoit une touche. On reçoit une touche. C'est pour ça qu'il y a un travail énorme qui se fait, que ce soit en leçon individuelle ou en travail à deux. Donc un travail technico-tactique quand on est en corps à corps face à un adversaire. Comment se déplacer, comment placer sa pointe dans un rayon très étroit, dans une distance très très courte. Donc Azuma, il ne lui reste pas de vidéo, elle n'a pas le droit de vidéo, et l'Italienne, il lui reste une seule fois. Ah oui, c'est des atouts qu'il faut conserver. Chaque athlète a droit de vidéo, et lorsqu'il a tort, donc il perd à chaque fois la vidéo, mais lorsqu'il a raison, à chaque fois il garde ses 2 vidéos. En 7, et pour le moment, Azuma est en train de gratifier de très beaux spectacles et un bon retour à la hauteur de l'Italienne. 4 touches. 4 touches, elle peut revenir. On a déjà vécu ce genre de situation. Elle ne lâche pas, physiquement, elle est toujours présente. Solide, 19 ans, la fraîcheur de l'âge. C'est à l'expérience de Di Francesca, 27 ans, 26 ans, 35 ans. 35 ans Di Francesca. Exactement, 35 ans. 8e touche. Donc Azuma est arrivé à pousser De Francesca jusqu'à sa zone critique, chose qu'on n'a pas vu durant les 2 manches précédentes. Oh là là, Di Francesca, ça c'est une touche d'expérience. Ça c'est une touche d'expérience. C'est tout le talent de Francesca pour placer une telle touche au dos. Hein. Ça c'est la touche a été sur l'épaule de Azuma. Et 12-8, 4 touches de différence. 26 secondes. Et 26 secondes. On peut terminer avant d'atteindre la 15e touche. Ça va se jouer alors au temps. Elle vient de tuer le match, je pense. 13-8.
Azuma qui ne lâche pas. C'est bien pour elle de se mesurer au plus grand. Se mesurer au plus grand, d'avoir durant son passage les rois de l'escrime, surtout du fleuret féminin, les Russes ainsi que les Italiens. 13-10, 14 secondes. 13-10. Est-ce qu'elle pourra revenir en 14 secondes? Ça sera difficile. Ça sera trop difficile. Compte à rebours, 7 secondes, 6 secondes. Chrono arrêté. La vidéo ou bien Di Francesca qui est en train de... Elle reçoit un carton jaune. Utilisation du bras armé. Bon, donc elle a utilisé son bras gauche pour écarter le fer de Azuma. Donc c'est interdit d'utiliser le bras. On se fait pénaliser. Pénaliser. Bien sûr, c'est l'écart où on touche le fer ou bien on obtient une surface valable, chose qui coûte un carton jaune. Soustraction du surface valable. À la touche pour la 14e pour Di Francesca, qui n'est qu'à une seule touche de la victoire finale. Elle demande la vidéo, elle n'a plus de droit de vidéo. En tout cas, elle a bien mérité sa victoire. Si elle arrive à gagner aujourd'hui, l'Italienne Di Francesca. 33 secondes déjà. 3 secondes, je crois que les carottes sont cuites. Exactement. 15e touche. 15e touche avant la fin même du temps. 15 touches à 11 et très belle victoire. Très belle victoire qui va embrasser Azuma. Azuma qui a surpris plus d'un aujourd'hui. Exactement. Donc elle n'a pas démérité, elle est là, elle est en finale, elle est jeune, donc elle est toujours junior, je pense qu'il lui reste 2 années en catégorie junior. Elle s'installe avec les grands champions, elle fait une finale du Coupe du Monde senior, chose qui confirme que les japonaises elles sont sur la bonne voie, mais il y a aussi l'expérience italienne qui est toujours présente, ainsi que la présence des Russes. Qui domine le classement mondial, avec aussi la présence des Françaises, des Polonaises, qu'elles reviennent aussi. Donc je pense que cette année elle sera déterminante au niveau classement mondial, que ce soit l'individuel ou par équipe, jusqu'à l'arrivée des Jeux olympiques qui seront à Tokyo prochainement, Inch'Allah. C'est ça le charme de l'escrime. Donc elle est déçue Azuma. Très déçue, ouais, très déçue. Donc elle a fait un parcours incroyable. Elle a cru à certains moments. Bien sûr, si on bat la numéro 1 mondiale, donc on croit. Elle a fait le nécessaire en battant la numéro 1 mondiale. Je pense que peut-être si elle a rencontré Derek Vlasova en finale directement, elle pourrait peut-être gagner. Mais lorsque elle a fait éliminer en demi-finale, donc je pense qu'elle a un peu, c'est-à-dire dit que je suis arrivé, j'ai battu la meilleure, donc je vais gagner la finale. Elle a cru qu'elle pouvait le faire avec Di Francesca. Donc, quelles que soient les gagnantes, quel que soit, elle a bien appris. Si on est là, si on est dans son jour, on peut gagner n'importe qui, mais à n'importe quel moment, face à l'expérience, face à un autre style de jeu, on peut peiner, on peut s'arrêter. Donc, c'est une leçon pour elle, c'est une leçon pour tout le monde aujourd'hui, toutes les tireuses qu'elles ont été présentes ici à l'école. Elle est déçue, elle pleure, elle est en larmes, la japonaise. Elle voulait absolument gagner, mais vous venez de le dire, elle est très jeune, elle a 19 ans. Elle a tout son avenir devant elle et on entendra certainement parler d'elle. Et en cas de victoire aujourd'hui, elle aurait progressé dans le classement mondial. Ben oui, elle aurait progressé dans le classement mondial et elle entame début de saison avec une Coupe du Monde gagnée. Et aussi, il faut rappeler que aussi les autres ils sont là, ils observent et ils vont faire beaucoup de calculs. Donc je pense qu'il lui faut beaucoup de mental, beaucoup de courage, beaucoup de travail pour s'imposer. Donc je pense que les deux jeunes qu'on a vu aujourd'hui, Azuma
et Go, le Canadien, donc les autres présents, oui. Donc la grande céladrie a observé, a bien vu que la jeunesse arrive à l'approche des Jeux Olympiques. Donc beaucoup de choses vont changer et on verra d'ici la fin de saison de cette année qu'est-ce qu'il va changer. Est-ce que les mêmes noms vont dominer le classement mondial? Est-ce qu'on aura du nouveauté, du nouveau sang, des jeunes qui elle reprend sourire, elle reprend sourire, la japonaise. Ah, c'est vite, hein. On a deux émotions, déception, ensuite on reprend le sourire. Donc voilà, la vie continue et surtout regardez ça, le sport. C'est toute l'équipe qui vient s'entourer d'elle. C'est à l'image de ses compatriotes, lesquels sont classés 15e et 16e mondial, Miyawaki et Kikuchi, des seniors japonaises qui viennent la féliciter. Rapidement, on a vu le briefing de l'entraîneur, des encouragements qui ont été donnés sur place et ses collègues, ses compatriotes qui viennent ici pour l'encourager, la féliciter. C'est ça le travail de l'équipe, rester solidaire. Donc avec l'entraîneur japonais aussi, l'adjoint, pour être déterminé, être toujours en force. C'est l'esprit d'équipe. Ça serait bien de voir un petit peu le staff en réunion, en débrief. Exactement. Quel débrief. Regardez ce que nous offre, nous procure le sport, les émotions du sport. Voilà. Il y a toute une équipe jeune. Déception est tout de suite entourée par tout le staff, les autres athlètes également. Et là, elle reprend le sourire. Elle est déjà dans la prochaine compétition sur le plan mental. Et c'est ça, une gestion de haut niveau, le sport de haut niveau. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Tous les détails sont pris en considération. Ben oui, il y a tout un staff technique derrière. Il n'y a pas uniquement que les entraîneurs, il y a des adjoints, il y a des techniciens, il y a des médecins, il y a des mécaniciens, il y a des gestionnaires qui sont derrière, qui sont habilités, qui ont les moyens techniques qu'il faut pour collecter, déterminer les jeunes talents, les gens qui ont du potentiel, pour les injecter, pour les mettre à l'aise, pour les mettre dans le bain dès que leur jeune âge, durant les différents circuits, durant les différentes compétitions, que ce soit locales ou internationales, pour leur permettre de progresser et arriver à ce genre de haut niveau, à ce stade de haut niveau. Rien n'est au hasard. Donc c'est tout un travail, c'est tout un fruit des années depuis leur jeune âge, avec des responsables, avec des entraîneurs voilà, qui ne s'arrêtent pas jusqu'à se mêler à la vie personnelle des athlètes pour l'hygiène de vie dans les études. Ils n'ont pas de vie personnelle, ils ne vivent pas leur jeunesse. Hein, ils ne vivent pas leur jeunesse, mais le résultat il est là. Donc ils deviennent des stars. C'est un choix. Ils deviennent des stars à un certain moment, arriver de dominer le sommet, le niveau mondial. Ce n'est pas une chose facile. Donc il n'y a uniquement que le travail, le sérieux qui donne fruit un jour. Et automatiquement, quand il y a des ascensions fulgurantes comme celle de la japonaise, la commission du contrôle antidopage est bien là pour un petit peu voir ce qui va, ce qui ne va pas et tout simplement prendre des échantillons. Tout à l'heure, ça se fait au niveau de toutes les compétitions au niveau mondial. Tout à l'heure, le médecin avec la déléguée de FIE Isabelle Amour ont fait un tirage au sort et ont choisi les tireuses. Je pense que c'est Derek Glazova qui a été choisi et Azuma, puisque c'est une jeune qui fait finale. Qui a progressé. Généralement, c'est 3-4 athlètes qui seront choisis pour le Ça contrôle. suscite l'étonnement quand on voit une 61e mondiale gagnée face à la première. Donc, c'est voilà. Tout logiquement qu'on est contrôlé. Et si ce n'est pas positif, donc c'est tant mieux et c'est bon pour l'athlète. C'est une progression. Il s'agira tout simplement d'une progression
suite à un travail de longue haleine. Exactement. Donc le contrôle antidopage c'est exigé dans toutes les étapes de Coupe du Monde. C'est pour permettre que le sport soit propre, que la performance soit nette et propre aussi, et faire comprendre à tout le monde qu'à n'importe quel moment, si on opte pour d'autres façons pour gagner, on sera attrapé, que ce soit n'importe quelle Coupe du Monde. Mais contrairement peut-être à d'autres disciplines, l'escrime, c'est vrai qu'un sport demande beaucoup de force, beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie, mais rarement on a entendu des scandales de dopage ou des tricheries. Donc c'est ça le charme de l'escrime, reste toujours un sport propre, un sport noble. Et croyez-moi, Mokhtar, que après chaque couverture d'événements de l'étape d'Alger, que ce soit le sabre ou le fleuret, le lendemain, il y a beaucoup de parents qui se présentent à la salle pour inscrire leurs enfants. Donc on vous remercie énormément pour la promulgation de l'escrime. C'est notre devoir. On ne devait qu'accompagner votre élan positif, l'élan de toute l'équipe de la Fédération algérienne d'escrime. Et dans tous ces compartiments, même l'arbitrage est concerné. Le plaisir de retrouver Khadija Zerabib qui a donc officié aujourd'hui lors du demi-finale. Khadija, bonsoir. Bonsoir. Voilà, déjà c'est une fierté que vous soyez algérienne et que vous arbitrez des étapes avancées de Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, qu'il y a quelques années vous rêviez d'être arbitre international? Déjà, je vous remercie. Et puis, pour moi, c'est un honneur d'arbitrer jusqu'à cette étape, surtout chez moi. Et j'ai toujours rêvé de ça, vous le savez, depuis 2 ans maintenant que je suis devenue arbitre international. J'aime bien être chez moi et bien présenter mon pays. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et là, vous avez assuré le coup devant les meilleurs arbitres mondiaux. Nassim Barnaoui, vous étiez en train de voir à l'œuvre, puisque vous êtes également arbitre international. Khadija Zerabib, quelle note vous lui donneriez sur 10? Khadija, c'est une excellente arbitre au fleuret. Récemment, elle a aussi obtenu la licence du sabre. Donc on l'a vu la semaine passée abriter sa première compétition au sabre. Donc elle est jeune aussi, elle est je pense 25 ans. Et toute jeune. Exactement. Elle s'installe, elle est là, donc elle est invitée, elle est désignée dans plusieurs Coupes du Monde chaque année. Donc c'est un honneur et c'est une chose positive pour l'escrime algérien. Donc il est très très important d'avoir aussi un très très bon niveau d'arbitrage au sein de la fédération. C'est comme ça que les autres athlètes aussi vont bénéficier de ce bon arbitrage, puisque les résultats ne seront pas faussés et ils vont suivre ce bon niveau, que ce soit sur piste ou en dehors de la piste. Je pense que Khadija aura un très beau avenir. Alors je voudrais avoir vos impressions, surtout quand vous arbitrez un match de haut niveau entre les meilleurs mondiaux, comme on a vu tout à l'heure Deriglasova face à Azuma, la japonaise. Vous avez le trac quand vous êtes face à ces monstres mondiaux? J'ai pas le trac par rapport au nom, mais j'ai le trac, j'ai toujours peur, même si je suis en vidéo ou assistante ou quel que soit, j'ai toujours le trac parce que je veux pas faire d'erreur, car je sais qu'une erreur peut coûter pour l'athlète, elle peut coûter très cher pour un athlète. L'athlète qui se prépare toute l'année ou tous les 4 ans, on va dire, pour de telles échéances, je veux pas faire d'erreur. C'est un trac positif d'après vous? C'est un trac positif? C'est bien d'avoir le trac? Oui. En fait, je vais dire qu'il y a 2 sentiments moi j'appelle ça de peur. C'est celui du premier coup, c'est quand on commence les tours de poule. Très bien. Ça c'est un trac, on essaie de rentrer dans le rythme parce que en fait cette année, une année pré-olympique, on a vu d'ailleurs une participation importante. Oui. Il y a des tireurs qui sont jamais venus, ils sont présents ici à Alger. Donc on n'a pas droit à l'erreur.
Très bien. Ça vous permet de rester concentré le track. Concentré, De rester concentré. il faut avoir le track. Voilà, exactement. Mais dès que la compétition commence, dès qu'on donne le premier aller, le premier assaut, donc tout est éliminé, on est dans le bain. Et par la suite, il faut pas oublier qu'on est supervisé par un délégué. Donc on est noté par un délégué. Donc il y a les yeux qui sont braqués sur nous. C'est la bonne note. Donc c'est pas facile. C'est très important d'avoir une bonne note par le délégué. Ça vous permet d'être désigné dans d'autres Coupes du Monde. Après la compétition, place à la remise de trophées, bien évidemment. Oui, un truc à ajouter peut-être, Khadija? J'aimerais dire aussi que le rythme est très très élevé cette année. Il est très très élevé par rapport de la compétition. Oui. Donc c'est plus difficile pour vous de suivre. Voilà, en tout cas, merci Khadija. Merci à vous avez vous. honoré l'Algérie. Merci beaucoup. Espérons vous retrouver dans d'autres échéances, pourquoi pas des Jeux Olympiques. C'est de ce que je rêve. Voilà, c'est un autre rêve de Khadija Zerabib et espérons qu'il sera exaucé. Voilà, vous venez d'entendre l'arbitre algérienne, la seule qui était présente à ce niveau de la compétition. Même l'arbitre Mokhtar, à chaque fois, à chaque compétition, il a besoin d'exercer aussi l'arbitre pour rentrer dans le rythme, pour être toujours à jour avec les tactiques, le rythme, etc. Très important d'avoir 2-3 Coupes du Monde ou 4 Coupes du Monde, c'est rester toujours à jour. Et ça vous permet d'enlever le trac, d'enlever le stress et de s'améliorer à chaque fois. Et la championne, la grande Tout comme les athlètes. Le plateau du podium qui se rapproche donc pour recevoir leur trophée. Di Francesca et Battini pour la médaille de bronze, les deux médailles de bronze. Les médaillés sont accompagnés également par la gagnante du prix Yassir du Fair Play, représentant la Roumanie, Malina Caligareanu. Caligiano Malina, le prix du Fair Play. Vous pouvez les encourager bien fort, nos athlètes médaillés d'Alger. La médaille d'or a été obtenue donc par l'Italien Di Francesca et Azuma de notre partenaire Yassir. qui termine deuxième de cette étape, la première du genre, plutôt la première de cette saison. Compétition choisie par le collège des arbitres. Je ne sais pas si vous avez noté. Vainqueur de ce prix Yassir du Fair Play donc pour la Roumanie. Battini, elles reviennent après 2 ans d'absence après Rio. Le directeur général. Donc c'est un retour à la compétition et un retour en force. Oui. Accompagné de la directrice marketing, Madame Maya Oudjit. Et on attend toujours bien évidemment. Bravo à l'athlète la plus fair algériens. play de la compétition. Elle remporte le prix décerné fair play. par notre partenaire Yassir. Application de VTC que vous pouvez retrouver donc C'est Malina Coligiano, la Roumaine, sur qui a l'App pris, Store et sur le Play Store. le prix de Fair Du Play. fair play. Bravo à la championne. La photo souvenir avec monsieur le directeur général de IA Et va s'en Technologies suivre bien évidemment la remise des médailles des et par la directrice marketing Maya Oudjit. vainqueurs, première, deuxième et celle qui occupe qui ont occupé les troisième places puisqu'il y a 2 médailles de bronze à donner aujourd'hui. Va récompenser notre partenaire Et Yassir. demain, nous aurons droit à la finale par équipe. Mais tout d'abord, très tôt le matin, il y aura les éliminatoires par équipe et l'Algérie est bien évidemment concernée. On invite donc Yassir, monsieur Mehdi Atou, pour le prix. Le prix décerné par notre fédération, la Fédération algérienne d'escrime. Et là, Ouf Bernaoui, le président de la fédération En algérienne, remerciement et en soutien qui honore pour l'apport ses du invités. partenaire. Et il faut Yassir. rappeler que la présidente de la fédération française d'escrime, savoir Madame Isabelle Lamour, est ici présente. Vous l'avez entendu dire que de belles choses concernant l'escrime algérien qui progresse. Yassir, donc, notre Ça doit partenaire, certainement vous faire félicite. plaisir, Khadija, en tant qu'arbitre algérien. Oui, certainement. Surtout quand elle dit que, Remise des médailles. cette étape de Coupe du Monde que l'Algérie accueille ressemble à celle de Paris. Dire que celle de Paris est... L'une des meilleures, au moins. Oui, c'est Pour ne pas dire la meilleure. Oui, voilà. Pour remettre les médailles de bronze. De CIP, oui. J'appelle monsieur Et je pense que Ramdan Jazairi, Alger, c'est la meilleure Coupe du Monde qui Oui. existe. Communication Actuellement, et c'est médias la meilleure Jean Rideau, organisation. On a une très belle salle, accompagné par monsieur Mourad moyens Saber, modernes, des président moyens de l'Assemblée matériels populaire modernes communale d'El Mouradia. qui Et sont là. championne, Donc aussi, championne olympique et ça en se voit. 2016 à Rio.
et médaillée d'argent par équipe aux Jeux de Londres en 2012. Voilà, le PAPC, Deriglazova pour la Russie. le PAPC d'El Mouradia qui va honorer Deriglazova. Il fait beaucoup pour le sport et notamment pour l'escrime algérien, puisque au niveau de l'APC d'El Mouradia, il y a le pôle développement, mais aussi la salle fédérale de la Fédération algérienne d'escrime. Médaillée d'argent au championnat du monde de 2014 à Kazan et médaillée Ça doit rester un exemple pour pas mal pour l'Italie. d'APC. Battini, elle également, qui s'offre le bronze de cette édition d'Alger. Photo souvenir avec nos partenaires. C'est un bon retour. Et avec nos championnes. Et beaucoup de déceptions, c'est Ariana Erigo, mais également Lee Kiefer, l'américaine également. Oui. Il y a eu des Oui. surprises. Inès Bobokri. Merci monsieur et bravo. Moi, j'aimerais dire que Deriglazova, Ina, c'est l'une des fleurettistes qu'on voit souvent sur le podium. Elle est habituée aux Oui. premières marches du Oui, podium. oui, oui. Merci messieurs. Pour remettre à C'est une présent grande la championne. médaille d'argent. Pour l'instant, on dit qu'elle est imbattable. Une fois de plus, monsieur Vu qu'elle est toujours numéro 1 mondial. de la compagnie Yassir, partenaire de Elle notre restera, je pense, toujours avec cette forme. Et également, En début de Monsieur saison, Sheikh Salem El elle est là Qasmi, sur le podium. président de Elle gagne l'Union des points arabe aussi. d'escrime. Donc je pense que cette année est très Que importante j'invite à pour nous les rejoindre athlètes. sur le Tout le monde podium. maintenant Médaillé d'argent donc. qui est Pour le placé Japon, ou qui à pense 20 ans, aux Jeux Azuma Olympiques, Serra. au classement, à la qualification. Donc c'est une année prudente aussi, ne pas être blessé. C'est très très important. Donc, Elle était en train de pleurer tout à l'heure, Azuma, et là elle a repris le sourire. Elle termine deuxième de cette compétition. Et elle avait surpris Deriglazova dans une super demi-finale. c'est une grande surprise qu'il a fait aujourd'hui. Je tiens aussi à noter que l'équipe du Japon sont en train de progresser, surtout après Rio, après avoir fait ramener l'entraîneur français de l'équipe de France. Habitué des succès à Alger. Là, il a fait une double championne du monde, cadet junior, et il commence à faire des podiums de Coupe du Monde, Grand Prix. C'est vraiment un travail impressionnant de sa part. Et la première place est attribuée à l'Italienne Di Francesca, Monsieur Giorgio Scarzo, qui président de la a Fédération italienne d'escrime, dominé la et également compétition membre du pour bureau tout exécutif d'abord de la atteindre Fédération la finale internationale. et ensuite dominer la japonaise 15 touches à 11, Elisa Di Francesca, 35 ans. Elisa Di Francesca, Elle est médaillée en olympique Italie. et c'est On tout l'applaudit logiquement bien fort. Deuxième succès, deuxième médaille d'or d'Elisa Di qu'elle a pu Francesca gagner à Alger. cette belle médaille d'or. Elle s'impose une fois de plus ici même. Après Volpi la saison dernière, c'est au tour de Di Francesca d'obtenir la médaille d'or. Très disputée de face cette à la étape de japonaise Coupe du Monde. Azuma Elle a gagné Serra. déjà une étape à Alger. C'était il y a de cela 3 saisons. je crois. Exactement, elle a gagné une étape à Alger. Vous pouvez C'est les ça, applaudir encore, hein, c'est la nos deuxième fois qu'elle championnes remporte d'Alger. une étape du monde. Voilà, et c'est Madame Lamour, hein, la présidente de la Fédération française. Et le président de la Italien. fédération italienne, M. Scarzo. Voilà, les Italiens, les Français La photo qui ont des souvenir traditions avec nos dans invités, cette discipline. membres du bureau exécutif de la Fédération internationale. Voilà, pour immortaliser l'événement, un dernier mot avant de rendre l'antenne. Commence honneur aux dames, Khadija Zerabib, l'arbitre internationale algérienne. Allez-y. Alors moi, j'aimerais que l'année prochaine, Inch'Allah, quand vous reviendrez, j'aimerais tout d'abord que l'équipe d'Algérie fera mieux que cette année. Et puis, moi, je serai l'arbitre principal de la finale. Voilà, c'est le demande en direct. Raouf Bournaoui, merci Khadija. On se retrouve la saison prochaine. Inch'Allah. Et on me signale Je vous remercie, cher Mokhtar. Je Cheikh remercie Salem El tout le Qasmi monde pour décidé de plus récompenser de la 1h30 qu'on était fédération en direct. algérienne et à sa tête son président, Toujours M. par Raouf votre Bardaoui. billet, on fait appel à tous les jeunes J'invite donc de venir en le match Cheikh Salem El à Qasmi cette discipline. pour remettre le prix à M. Raouf C'est pas Bardaoui. fini, hein, puisqu'il reste demain la finale par équipe et le match pour la 3e place que vous allez vivre à partir de 17h. En direct sur Canal Algérie. Merci aux techniciens du CAR HD 4, à leur tête le réalisateur Ahmed Bennabi, l'assistant Rafiq Selloum et toute l'équipe, donc les techniciens caméramans, preneurs de son et tous les techniciens sans exception.
Et on se retrouve demain pour la finale par équipe. Ciao, bonsoir. Ne ratez rien sur Canal Algérie. Please stand up for the national anthem of Italy. Fratelli d'Italia.